L'énergie à l'oreille. En 2023, 11 métropoles françaises ont mis en place des zones à faible émission pour lutter contre la pollution aux particules fines. Elles améliorent ainsi la qualité de l'air en réglementant, limitant, voire interdisant la circulation des utilitaires et des poids lourds les plus polluants. Ces restrictions de circulation demandent donc aux entreprises de revoir leurs investissements en termes de flotte automobile. Les particuliers étant, eux aussi, concernés par certaines de ces restrictions. Mais participer à la mobilité durable ne s'arrête pas là. Il est également demandé aux entreprises de réduire leur empreinte environnementale en matière de transport et de déplacement de leurs salariés. Comment peuvent-elles inscrire la mobilité durable dans leur stratégie de développement? Et quelles sont les solutions mises à leur disposition? Pour répondre à ces questions et faire le point sur les alternatives de mobilité durable, nous accueillons aujourd'hui Thierry Jacquin, directeur nouvelles activités de GEG, expert en mobilité durable. Bonjour Thierry. Bonjour Isabelle. Thierry, pour commencer, quelle est en fait la place de la mobilité durable dans la stratégie générale et nationale de développement durable? Alors, la mobilité, dans le contexte global énergétique, représente environ 30% des émissions de CO2 de l'économie française, ce qui est évidemment majeur, et également contribue de manière assez forte aux émissions de polluants locaux. Donc on a cette double problématique de qualité de l'air et de réchauffement climatique auquel la mobilité contribue fortement. Donc la mobilité, comme toutes les autres activités de l'économie française, doit faire son chemin, doit contribuer à cette lutte contre les émissions de CO2 et à l'amélioration de la qualité de l'air. C'est un élément majeur de la stratégie nationale bas carbone ou d'amélioration de la qualité de l'air. Donc là, on parle principalement du périmètre urbain. Alors sur la qualité de l'air, en fait, effectivement, la concentration de la mauvaise qualité de l'air, elle est plutôt en ville, évidemment, du fait de la densité du transport et également de la densité de la vie économique qui est également polluante. C'est-à-dire, on cumule en ville les effets du transport, de la mobilité et les effets de l'industrie, plus les effets globaux du chauffage, etc., concentrés dans des agglomérations. D'où la nécessité de travailler à la réduction de ces émissions et la mise en place d'un certain nombre d'éléments d'amélioration à la fois de la qualité de l'air et puis de diminution des émissions de CO2. D'accord, donc là on parle de mesures telles que les zones à faible émission qui ont été mises en place il y a quelques années dans les grandes métropoles françaises. Donc c'est une mesure à la fois contraignante pour les automobilistes et puis principalement pour les professionnels aujourd'hui. Alors, c'est une mesure contraignante, oui, mais enfin, il faut repartir de l'objectif. Donc, l'objectif des zones à faible émission, c'est bien de réduire les émissions de polluants locaux dans des zones où la qualité de l'air est fortement dégradée. Donc, d'ailleurs, l'agglomération grenobloise a plutôt été en avance sur ces éléments-là, puisqu'elle a commencé très tôt, en fait, à travailler sur l'amélioration de la qualité de l'air. Et donc, elle a mis en place d'abord des zones de restriction de circulation, puis des zones à faible émission. Et donc, ce mécanisme-là a été repris au niveau national dans une loi d'orientation des mobilités qui a pour objectif donc, de mettre en place des zones à faible émission dans les grandes agglomérations en commençant par les métropoles. Voilà, donc là tu parles en fait de la loi climat et résilience qui a été publiée en août 2021 et qui effectivement donne le pouvoir aux grandes villes de mettre en place ces fameuses zones à faible émission. Donc aujourd'hui, pour les professionnels, en fait, tout du moins qui ont une flotte polluante, entre guillemets, actuellement, elles ne peuvent plus circuler ni stationner dans ces zones à faible émission. Alors, je vais peut-être revenir un tout petit peu en amont. La zone à faible émission, elle est vraiment orientée qualité de l'air. Donc, elles sont mises en place pendant les zones à faible émission sur la mobilité. On parle maintenant de ZFE M, M pour mobilité. On pourrait imaginer qu'il y ait des zones à faible émission pour l'ensemble des autres activités industrielles, chauffage et autres, mais pour le moment, on est vraiment concentré sur la mobilité. Ces zones à faible émission, elles visent à réduire les émissions de polluants locaux, donc particules et NOx. Et donc, il y a effectivement de la mise en place pour tous les véhicules de vignettes critères qui permettent de classifier les véhicules en fonction de leur taux d'émission de particules fines et de NOx. Donc, les critères 5 sont les plus polluants, 4, 3, 2, 1, les moins polluants, et 0, c'est censé être des zéro émissions, en tout cas, tout véhicule électrique. Donc, en fonction du parc automobile qu'on utilise, alors quand je dis automobile, c'est poids lourds et véhicules légers, en fait, c'est l'ensemble des véhicules utilitaires également.
Donc ces véhicules sont classifiés en fonction de leur type de motorisation et de leur date de mise en service, de mise en circulation. Effectivement, les zones à faible émission viennent interdire progressivement l'accès à ces zones aux véhicules les plus polluants. Donc les véhicules 5 sont interdits les premiers, et puis donc progressivement on interdit les véhicules de moins en moins polluants, mais jusqu'au critère 1, voire 2. Ça dépend un petit peu des cas. Et en fait, il y a bien, en tout cas, 2 types de ZFE. En tout cas, à Grenoble, il y a une ZFE qui a été mise en place d'abord pour les véhicules professionnels, véhicules utilitaires, véhicules poids lourds, transport de marchandises. C'est une ZFE qui a démarré, je pense, en 2019 ou 2018. C'est ça, 2019. Ouais. Et donc qui est déjà bien avancée dans la restriction en fait, d'accès à la zone. Donc, qui interdit les véhicules 5, 4, 3 dès maintenant pour les véhicules donc, de transport, de marchandises ou de professionnels au sens large. Et puis, il y a une ZFE qui, elle, a été donc créée par la loi que tu mentionnais tout à l'heure, qui sont des ZFE plus générales, qui interdisent tout type de véhicules progressivement, et donc qui commencent à se mettre en place à partir de 2023 pour les critères 5, tout type de véhicules, donc y compris les véhicules légers, donc les véhicules particuliers. Donc ça démarre, c'est le cadre national qui démarre donc en 1er juillet 2023 avec l'interdiction notamment des critères 5. Alors effectivement, on parle de Grenoble, mais c'est en fait l'ensemble des grandes métropoles. Donc je crois qu'il y a 11 métropoles en France qui sont concernées. Donc Paris, Lyon, Marseille, Aix, Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier. Et donc Grenoble, donc, qui est pris également dans cette dynamique-là. Et il y a, en plus de ça, une obligation pour, je crois, 2025, pour une quarantaine d'agglomérations en France de plus de 150 000 habitants, de faire des études pour la mise en place de ces ZFE. Voilà. Donc en fait, ce qui veut dire qu'à partir de 2025, il y aura donc les 11 métropoles plus une quarantaine d'agglomérations de 150 000 habitants concernés par la mise en place des ZFE. C'est une mise en place progressive, enfin elles seront concernées par cette mise en place. Donc ce qui veut dire que finalement, ça fait une cinquantaine d'agglomérations représentant probablement peut-être la moitié de la population française qui va être concernée par la mise en place de ces ZFE. Donc on rappelle l'objectif, en fait, c'est pour permettre aux citadins de vivre mieux dans leur ville de façon plus saine, pour profiter d'une qualité de l'air plus pure. À l'échelle d'une entreprise, comment est-ce que la mobilité durable peut se décliner et peut contribuer justement à ce que les habitants d'une ville vivent mieux? Alors pour les entreprises, il y a plusieurs choses quand on parle de mobilité. Il y a d'abord la mobilité des salariés qui viennent travailler donc dans leur trajet quotidien. Donc là, tu parles de PDE, plan de déplacement entreprise. On y reviendra peut-être, je pense, plus en détail, mais il y a un deuxième volet qui est donc les déplacements professionnels des salariés de l'entreprise pour exercer leur métier. Et je pense qu'il y a un troisième volet qui est tout ce qui est la logistique de matériaux, entrant ou sortant, qui peuvent venir dans les entreprises. Donc il y a plusieurs volets, effectivement, qui concernent les entreprises. Donc pour la partie logistique dont on parlait, donc ça c'est la mise en place des ZFE qui concerne les véhicules professionnels essentiellement. Par contre, pour ce qui concerne la mobilité des salariés, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Donc pour les trajets quotidiens, il y a la mise en place de plans de déplacement d'entreprise, donc qui sont des éléments qui sont de plus en plus pris en compte dans les entreprises. Et donc dans l'agglomération grenobloise, il y a pas mal de dispositifs qui sont mis en place. Et puis les entreprises doivent accompagner leurs salariés dans leur mouvement quotidien, donc en favorisant l'utilisation de transports en commun, en favorisant les modes doux de déplacement, marche, vélo, et puis aussi en améliorant progressivement la qualité du parc automobile pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser d'autres moyens de transport. Et puis pour les déplacements professionnels, il faut évidemment favoriser les transports en commun, que ce soit le train, parfois le car pour les déplacements plus locaux. Finalement, Thierry, quelles seraient pour les entreprises les énergies les plus à même de leur permettre de développer leur mobilité durable? Pour les véhicules lourds en particulier, il y a les solutions GNV ou bio-GNV. Je vais peut-être préciser ce qu'est cette solution-là, c'est cette énergie. Donc GNV, c'est le gaz naturel véhicule. C'est le gaz naturel qui est utilisé comme carburant pour les véhicules, qu'on comprime et qu'on transfère dans le véhicule pour assurer son autonomie. Donc à la fois sous forme de gaz et sous forme liquide? Alors,
essentiellement sous forme de gaz. Il Ouais. peut être sous forme liquide, dans ce cas-là, ce qu'on appelle du GNL, effectivement. Pour les grands, les transports très longs et les poids lourds, on a des solutions GNL qui se mettent en place. D'accord. Et donc, dans le GNV, donc, on a la version bio, donc qui s'appelle le bio-GNV, donc qui est un gaz finalement qui est issu de méthodes de production renouvelables, donc on appelle la méthanisation essentiellement aujourd'hui. Donc ça peut être de la méthanisation qui est faite à partir de stations d'épuration, de bouts de stations d'épuration, ou à partir de déchets agricoles ou de déchets alimentaires, donc l'ensemble des déchets qui peuvent être transformés en gaz. Donc on fait cette fermentation, on fait cette méthanisation, on récupère le gaz et on peut l'injecter dans le réseau, donc ça fait du gaz renouvelable et qui est utilisé pour la mobilité, donc c'est ce qu'on appelle le bio-GNC. D'accord, donc du gaz 100% vert Absolument, pour pouvoir circuler dans les zones à faible émission. tout à fait Isabelle. Et donc, comment ces entreprises peuvent-elles jouer sur ces différentes énergies pour faire évoluer leur parc automobile ? Pour tous les transports, toute la mobilité qui est faite de toute façon avec des véhicules, voitures, poids lourds, enfin l'ensemble des véhicules qui sont nécessaires, en dehors des transports en commun. Il faut en fait améliorer la motorisation des véhicules, donc choisir des véhicules qui sont plus performants et donc utilisent des énergies moins émettrices. Comme Alors, il y a plusieurs critères potentiels. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le critère CO2, émission des gaz à effet de serre, et puis le critère qualité de l'air. Donc, pour les véhicules lourds, aujourd'hui, il y a des solutions qui sont matures, qui permettent vraiment de diminuer ces émissions-là. Et donc, on parle de GNV ou de bio-GNV essentiellement aujourd'hui. Donc, ce sont vraiment des technologies qui sont matures pour l'ensemble des poids lourds, quels qu'ils soient, que ce soit la collecte des déchets, le transport de voyageurs, le transport de marchandises. Rappelons d'ailleurs que le bio-GNV, en fait, nous permet de rouler avec une énergie 100% propre, puisqu'elle est produite à partir de méthanisation. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Et le GNV, donc, lui aussi, permet une réduction de NOx et d'émissions de CO2. Donc, c'est particulièrement intéressant quand on veut préserver la qualité de l'air. Absolument. Et donc, les études montrent que le bio-GNV, en fait, est le carburant le meilleur du point de vue des émissions de CO2. Donc, quand on regarde ce qu'on appelle les analyses en cycle de vie, c'est-à-dire qu'on regarde la totalité de la vie d'un véhicule, de sa construction jusqu'à sa destruction, en passant évidemment par toutes les années d'utilisation, en fait, les véhicules bio-GNV ont des émissions qui sont 80% inférieures aux véhicules diesel. Et donc, c'est la meilleure solution existante aujourd'hui, même meilleure que, ou en tout cas équivalente aux véhicules électriques. Donc, pour les véhicules lourds, la solution bio-GNV est la meilleure solution qui existe sur le marché. Elle est mature, les solutions technologiques existent, donc elle est très facile à mettre en œuvre. Évidemment, si on se projette un peu plus long terme, on commence à parler de véhicules hydrogène, mais aujourd'hui, cette technologie n'est pas du tout mature, ni techniquement, ni économiquement. Donc, on est plutôt sur une projection 2030, probablement, pour les véhicules hydrogène. Si on regarde maintenant les véhicules légers, les solutions, clairement, aujourd'hui, qui sont en train de dominer le marché, c'est le véhicule électrique. Alors, le véhicule électrique a beaucoup d'avantages. Pour les véhicules légers, je parle bien, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a zéro émission au moment où on les utilise. Donc, ça veut dire en termes de qualité de l'air, c'est très bénéfique pour la qualité de l'air. Quand on regarde le bilan CO2, évidemment, c'est un petit peu différent parce qu'il y a toute la phase de construction et en particulier les batteries qui sont très consommatrices d'énergie quand on les construit. Donc, il y a un contenu CO2 qui est assez important dans les batteries. Donc, il faut quand même des véhicules qui soient utilisés de manière assez intensive, assez régulière en tout cas pour les véhicules électriques pour qu'il y ait un bilan carbone intéressant. Et puis, évidemment, il y a toujours la solution énergie musculaire, donc pour le vélo et la marche pour les trajets qui sont courts, évidemment. La mobilité douce. Voilà, absolument. L'énergie à l'oreille. Une question un peu plus tournée vers notre avenir. Quelle est selon toi l'énergie du futur dont on aura besoin pour développer plus encore cette mobilité durable qui, rappelons-le, en fait, participe également à cet objectif de neutralité carbone d'ici 2050 ? Je considère, et je pense qu'on est pas mal à penser ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une énergie qui va répondre à tous les besoins, qui va résoudre tous les problèmes. On est bien encore plus qu'aujourd'hui dans une tendance vers un mix énergétique. Ouais. C'est-à-dire si on regarde le passé, pour après se projeter sur l'avenir, en fait, on a utilisé une énergie qui est
abondante, hyper concentrée qu'est le pétrole. Donc c'est facile d'utiliser. 1 litre de pétrole, c'est plein d'énergie, c'est liquide, c'est facile à transporter, facile à transférer dans un véhicule. Donc ça a beaucoup d'avantages. Évidemment, c'est un gros inconvénient, c'est que ça dérègle le climat quand même, qui est évidemment un point majeur. Donc aujourd'hui, je pense que 95 ou peut-être pas loin de 100% des transports sont faits avec une énergie qui vient du pétrole. Demain, on sera forcément, et il faut qu'on soit dans un mix énergétique en adoptant les énergies les plus pertinentes pour un usage donné. On n'aura pas la même solution pour le véhicule léger que pour le véhicule utilitaire ou pour le véhicule lourd ou le train ou le transport maritime, par exemple. Donc là, on parle de différence de moyens de locomotion et de motorisation également. Absolument. C'est-à-dire que vraiment le mix énergétique est fondamental et il faut qu'on utilise l'énergie la plus adaptée, la moins carbonée, la moins émettrice pour chacun des usages donnés, mais qui remplit évidemment les besoins de l'usage. C'est-à-dire qu'un véhicule lourd, il a besoin de puissance, il a besoin d'autonomie et la solution biogaz, aujourd'hui, bio-GNV, est la meilleure solution et je pense encore pour longtemps. Probablement dans 10 ans, 15 ans, la solution hydrogène deviendra une solution pertinente si on arrive à produire de l'hydrogène décarboné, évidemment. Ce qui n'est pas encore gagné aujourd'hui. Voilà. La solution électrique est probablement la meilleure solution pour les véhicules légers aujourd'hui et probablement encore pour longtemps. Les véhicules utilitaires seront probablement, en fonction des usages, de l'intensité des usages, un peu électrique, un peu hydrogène, un peu GNV demain. Voilà. Donc il faut vraiment se dire que les solutions énergétiques seront multiples et seront adaptées, devront être adaptées à chacun des segments. Si je suis un dirigeant d'entreprise, que je souhaite faire évoluer mon parc automobile, dès aujourd'hui en fait, quelles sont les aides et les moyens qui me permettent de pratiquer ce changement, on va dire, de motorisation ? Est-ce que je vais être aidée par le conseil régional ? Est-ce que je vais être aidée par l'État ? Quelles sont les solutions ? En fait, la première chose, c'est de faire un diagnostic. Il y a des solutions pour faire un diagnostic de flotte, analyser la flotte existante, la flotte future et trouver les solutions les plus adaptées à chaque cas, en fait, pour chaque entreprise. Ces diagnostics, ils peuvent être aidés, financés en partie par l'ADEME, donc si on respecte un certain cahier des charges, mais donc on peut avoir des aides pour faire ce diagnostic. Ensuite, quand on a trouvé la bonne solution et que le résultat du diagnostic permet de prendre des décisions, on a des accompagnements, des aides pour certains véhicules plus propres. Donc, il y a la métropole de Grenoble, en tout cas, fait des aides, mais je pense que ce n'est pas la seule métropole qui le fait. Et donc, il y a aussi la région, dans certains cas, avec des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt pour certaines technologies nouvelles qui permettent d'avoir des aides pour certains véhicules. Donc, typiquement, il y a eu pendant quelques années, c'est encore le cas aujourd'hui pour le GNV, en tout cas, un programme qui s'appelle GN Volontaire, qui permet de financer, en fonction de la taille de l'entreprise, entre 30 et 45% des surcoûts liés à une nouvelle technologie plus propre et moins émettrice de CO2. Donc ça, c'est pour le GNV. Est-ce que pour l'électrique, pour l'électrique, il y a d'abord toutes les aides gouvernementales, les bonus sur les véhicules, donc qui sont quand même assez conséquents sur les véhicules électriques. Et je pense que la métropole doit également aider dans certains cas pour l'achat de véhicules. Donc, au moins des premiers véhicules et avec des aides ciblées pour les entreprises. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup Thierry pour toutes ces précisions. Je rappelle que Thierry Jacquin est directeur nouvelles activités de GEG et expert en mobilité durable. Et je pense que Thierry a permis aux professionnels de faire leur choix en matière de solutions de mobilité durable. Merci Isabelle. L'énergie à l'oreille. Un grand merci de nous avoir écoutés en intégralité. L'énergie à l'oreille revient très vite pour un prochain épisode. Retrouvez aussi notre article dédié à ce sujet sur notre blog, ainsi que les différentes ressources via le lien en description du podcast. Tendez l'oreille, GEG vous parle d'énergie.